Bien, merci infiniment de votre accueil. Je suis très heureux et très ému même de parler parmi vous. C'est la première fois que cela m'arrive, bien que j'ai depuis très longtemps un grand intérêt pour le travail des loges maçonniques et singulièrement du Grand Orient de France. Une petite précision au départ, je ne suis pas l'animateur du débat, qui est fort bien animé par Pierre Nora et par Marcel Gaucher. Il m'arrive simplement d'y écrire. Bien, le titre que nous avons donné à cette communication, c'est donc l'universel ou l'universalisme au risque de la mondialisation. Et comme nous sommes ici pour discuter, pour échanger, je ne vais pas me consacrer à un répertoire des tensions ou des difficultés qui peuvent se présenter ici ou là dans notre monde. Ce que je voudrais vous proposer, c'est une réflexion à la fois historique et conceptuelle sur les relations entre ces deux notions, l'universel, la mondialisation, dont je dirais d'abord que pour le sens commun contemporain tel qu'il existe dans la plupart des démocraties, il me semble que ces deux notions présentent des affinités, semblent intrinsèquement liées, mais curieusement, à tort ou à raison, il n'en est pas ainsi en France, où au contraire, me semble-t-il, on a plutôt tendance à contester cette vision irénique de la mondialisation. Alors, bon, le problème c'est que il n'est pas branché. Le micro, c'est ça? C'est les autres? Oui. C'est celui-là? Les deux. Les deux? Bon. Là c'est bon, là? C'est bon? Bien. Bon. Espérons que ça continuera. Donc, je partirai, si vous le voulez bien, de ce qu'on peut appeler la vision irénique de la mondialisation, qui est proposée dans la large partie de la littérature contemporaine, qui, quels que soient ses défauts, repose quand même sur quelque chose. Elle repose sur le fait qu'il y a un parallélisme bien réel entre, d'un côté, ce qu'on appelle communément la mondialisation ou la globalisation, qui est un phénomène qui concerne essentiellement la sphère de l'économie marchande, et d'autres transformations de la société, notamment des transformations globales des systèmes juridiques, au moins dans le monde démocratique, qui ont favorisé, me semble-t-il, la reconnaissance de droits individuels, de droits subjectifs, qu'on peut considérer comme des droits universels, processus qu'il est difficile de contester entièrement, mais qui, comme on le sait, se fait au détriment des États, ce qui est une des raisons pour lesquelles les Français s'en méfient. Alors, j'avais proposé, il y a quelques années, d'appeler ces transformations le nouvel âge du droit, en considérant qu'on était entré dans une configuration assez nouvelle au début des années 2000, dont je pensais d'ailleurs qu'elle risquait d'entrer en crise assez vite, ce qui s'est d'ailleurs produit. Mais disons que ces transformations peuvent se caractériser à la fois du point de vue disons, interne et du point de vue externe. Du point de vue interne, ce qui est probablement le plus important, c'est le progrès du libéralisme économique, qui ne se traduit pas simplement par le fait que l'économie de marché a plus de légitimité qu'autrefois, mais également qui s'accompagne d'un certain nombre de changements dans les modes de gouvernement ou de régulation politique des sociétés libérales, dans lesquelles, par exemple, le législatif et l'exécutif sont relativement en retrait par rapport à la figure du juge
et dans laquelle le droit apparaît de plus en plus comme un ensemble hiérarchisé de normes dont la cohérence interne est considérée comme plus importante que les relations entre les pouvoirs et que la volonté, entre guillemets, qui est supposée être à l'origine de ces normes. Alors, parallèlement à cette évolution interne, on a eu également, comme tout le monde le sait, un certain nombre de transformations du système international, qu'on résumait naguère, c'est assez commode, par l'idée d'un certain déclin de la figure de la souveraineté, qui a certainement des aspects contestables, mais qui a un aspect dans lequel on peut reconnaître une dimension, universaliste, c'est le fait que, disons, on est entré dans une crise de légitimité de tout ce qui était raison d'État, et dans la montée d'un système de contrôle international, de répression des crimes de guerre, etc., qui pose beaucoup de difficultés, mais dont on ne peut pas nier qu'il a quelque chose à voir avec un certain progrès de l'universel. Alors néanmoins, ce qui est clair, c'est que ce schéma qui est commode, qui est séduisant, qui a joué un rôle très important dans la légitimation de la construction européenne, n'a jamais fait l'unanimité et que, singulièrement en France, il a toujours été l'objet de contestations assez vives, dont on pourrait retracer l'histoire et qui commence à monter, à mon avis, au cours des années 1990. Ça commence dans le sillage du référendum sur Maastricht et ça se cristallise, me semble-t-il, après le mouvement de décembre 1995, avec beaucoup de discussions intéressantes dans les 4 ou 5 années qui ont suivi. Bon, on peut rappeler quelques participants de ces débats. Il y a, par exemple, le livre de Zaki Laïdi, qui est très intéressant dans un sens positif sur la mondialisation, malaise dans la mondialisation. On peut voir dans le dernier volume de la Somme de Marcel Gaucher sur la modernité, le 4e volume, dont j'ai oublié le titre, c'est en grande partie une reprise systématisée de ces discussions. Et je ne vais pas retracer toutes ces discussions, mais je voudrais rappeler quelques moments un peu saillants, en partant d'un auteur qui avait beaucoup de talent, qui avait le charme de la pensée paradoxale, même s'il n'était pas étouffé par le goût de la vérité, qui était le regretté Jean Baudrillard. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui se souviennent de l'œuvre de Baudrillard, dont j'ai retrouvé pour la circonstance un article amusant paru dans Libération en mars 1996 et qui nous dit ceci: mondialisation et universalité ne vont pas de pair, elles seraient plutôt exclusives l'une de l'autre. La mondialisation est celle des techniques, du marché, du tourisme, de l'information. L'université est celle des valeurs, des droits de l'homme, des libertés, de la culture, de la démocratie. La mondialisation semble irréversible. L'universel serait plutôt en voie de disparition, du moins tel qu'il est constitué en système de valeurs à l'échelle de la modernité occidentale, sans équivalent dans toute autre culture. Même une culture vivante et contemporaine comme la japonaise n'a pas de terme pour les désigner, pas de mot pour désigner un système de valeurs qui se veut à l'unisson de toutes les cultures et de leurs différences, mais qui paradoxalement ne se pense pas lui-même comme relatif et se veut en toute ingénuité comme le dépassement idéal de tous les autres. Alors, ce qui est intéressant dans le texte de Baudrillard, c'est qu'il est, si on le lit bien, il dit honnêtement sa vérité, c'est que partant apparemment d'une défense de l'universel contre la mondialisation, il promeut en fait une critique de l'universalité dont il nous dit par exemple toute culture digne de ce nom se perd dans l'universel. Et ce qu'il s'agit finalement de promouvoir, c'est un nouveau rapport au monde dans lequel d'un côté on comprend que, comme il le dit, l'universel périt dans la mondialisation, et dans l'autre on cherche à recréer un dynamisme interne mais qui ne serait plus universaliste tout en contestant la mondialisation. Alors il y a beaucoup de choses qu'on retrouvera de ce type de critique à la fois à droite et à gauche dans ce qu'on appelle la nouvelle droite, dans certains courants de la gauche radicale.
Mais ça n'est pas le cœur, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler, à condition de ne pas y mettre de nuances péjoratives, l'idéologie française. L'idéologie française, ou du moins l'idéologie républicaine française, présente une autre critique de la mondialisation qu'on peut déduire en fait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, qu'on pourrait en déduire, et qui présente sans doute deux versants. D'un côté, elle va jouer de l'universalité des droits, la grande idée française, la grande idée révolutionnaire, contre ceux qui, aux yeux de beaucoup de républicains français, seraient au cœur de la mondialisation libérale, c'est-à-dire la reconnaissance de la particularité comme vertu ultime du droit. Ce faisant, ce que promeut facilement la culture républicaine française, c'est une critique sur laquelle on aura sûrement l'occasion de revenir avec notre ami Laurent, du multiculturalisme, présenté comme la face cachée de la mondialisation libérale. L'idée, finalement, c'est que dans la pseudo-culture universaliste de la mondialisation, l'échange marchand des biens joue finalement contre les droits de l'homme, et la singularité culturelle contre l'universalité des droits, et tout cela s'articule sur une mise en scène plus ou moins réussie des rivalités traditionnelles entre la France et les États-Unis. Alors dans cette vision, les droits de l'homme sont inséparables des droits du citoyen, et il faut donc promouvoir quelque chose comme une redécouverte de l'État, qui ne signifie pas nécessairement un retour à une critique socialiste du marché, un refus global de l'économie de marché, mais qui retrouve, je crois, un schème très familier dans la pensée française, dont la meilleure expression n'a pas été donnée par un franc-maçon, mais par un dominicain, l'illustre Lacordaire, à qui on doit cette sentence dorée: entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. C'est une thèse, me semble-t-il, que beaucoup de Français pourraient prendre à leur compte, quel que soit leur engagement spirituel. Alors, je dispose de combien de temps? Un quart d'heure? Oui, c'est ça. Un quart d'heure. Oui, bon, d'accord. Alors, essayons de développer trois moments, si vous voulez, c'est-à-dire d'abord un retour historique sur ce que j'appellerais le projet cosmopolitique des Lumières, qui me paraît montrer que même dans l'universalisme des Lumières, il y a déjà quelque chose qui n'est pas sans rapport avec la mondialisation. Dans un deuxième temps, je proposerai une brève comparaison entre ce qu'on appelle souvent les deux mondialisations du 19e et du 20e siècle, celle qui se termine avec 1914, celle qui commence dans les années 1980. Et je terminerai, si j'en ai le temps, sur quelques considérations sur qu'on pourrait appeler le nouveau paysage politique des démocraties. Alors d'abord quelques mots sur les Lumières, dont je voudrais montrer qu'on peut effectivement distinguer la pensée des Lumières de ce qu'on appelle aujourd'hui mondialisation, certainement, mais qu'il faut, disons, prendre quelques précautions dans cette construction, notamment parce que il y a évidemment une grande diversité des Lumières. Comme on dit aujourd'hui, il y a des Lumières radicales et des Lumières modérées. Il y a une ligne anglaise et une ligne française, il y a des positions très différentes sur les questions économiques, mais il me semble néanmoins qu'il y a un élément qui n'est pas unanime, mais qui est prédominant dans les Lumières, c'est le fait que la plupart du temps, ce qu'on pourrait appeler l'émancipation de l'économie joue un rôle très important dans l'avènement d'un nouveau monde dont on attend qu'il soit plus éclairé et qui est plus libre. Et l'émancipation de l'économie, qui passe par une certaine ouverture des marchés, est importante parce qu'elle permet la libération d'énergies qui vont être orientées vers l'amélioration de la condition des hommes, et qu'elle suppose par ailleurs, ou qu'elle permet, l'effacement de figures traditionnelles avec lesquelles les Lumières sont en querelle, qui sont les figures traditionnelles du guerrier et du prêtre.
l'homme des Lumières ne se réduit certainement pas au marchand, mais il a besoin du marchand, du commerçant et du financier pour affirmer l'émancipation de l'humanité. Alors vous trouvez cela, pour prendre deux auteurs français, chez deux auteurs que beaucoup de choses séparent par ailleurs, qui sont Voltaire et Montesquieu. Vous trouvez cela dans les lettres philosophiques de Voltaire, notamment dans ce passage où Voltaire décrit la bourse de Londres en disant que c'est un endroit où tout le monde coexiste, le mahométan, le juif, le catholique, l'anglican, etc. Parce que la seule hérésie connue, c'est la banqueroute. Vous trouvez cela chez Montesquieu dans tous les textes que celui-ci consacre au rôle du progrès du doux commerce dans la pacification progressive des mœurs. Idée dont vous trouverez un prolongement, d'ailleurs un peu plus tard, chez un des fondateurs du socialisme, c'est Saint-Simon, qui certes parle moins du commerce que de l'industrie, mais qui a quand même le même schéma d'évolution d'ensemble que celui de Montesquieu. Et vous trouverez aussi dans beaucoup de textes des Lumières cette idée que dans le cadre de ce monde qui est notamment transformé par l'émancipation de l'économie, l'Europe va jouer un rôle singulier parce qu'elle représente quelque chose comme une médiation entre la particularité et l'universel. Là aussi, vous trouverez des textes à la fois chez Voltaire et chez Montesquieu. Bon. Si on prolonge, on peut dire ça, c'est les Lumières modérées, c'est le début, c'est avant la Révolution française, c'est pas les vraies Lumières. Je pense que si on prolonge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution, on trouvera des choses assez semblables. On pourrait montrer, par exemple, que Turgot, qui est le plus radical des réformateurs et le plus radical de ce qu'on appelle des économistes en France et sur ces questions-là très proche d'Adam Smith. On pourrait montrer, me semble-t-il, que dans la 10e époque de Condorcet, il y a, même si ça n'est pas le thème principal, une attente forte à l'égard de la généralisation des échanges marchands dans le monde entier. Et on trouverait aussi, par ailleurs, dans sens complémentaire, chez Sieyès, une vision de l'articulation de la citoyenneté et de l'activité économique qui est très proche de celle des économistes anglais. Alors, on ne va pas faire un inventaire de tous ces grands auteurs, mais le mieux, c'est peut-être de prendre celui qui passe pour l'universaliste par excellence, qui est évidemment Kant, dont la pensée se développe avant la Révolution française, mais est en harmonie avec ce qui se passait en France en 1789. Bon, j'aurais beaucoup de textes de Kant à citer pour m'appuyer sur cela, mais je voudrais simplement insister sur deux points complémentaires. Ce qu'il y a de républicain chez Kant, ce qui fait que ça n'est pas un penseur de la globalisation, même par anticipation, c'est le fait que pour lui, la voie du cosmopolitisme, c'est la voie de l'universalisation progressive de la Constitution républicaine. Donc c'est une voie qui passe par des transformations constitutionnelles. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que cette transformation, pour lui, est, me semble-t-il, inséparable de la reconnaissance à la fois d'une grande partie de l'anthropologie libérale telle qu'elle a été développée par les économistes écossais, et également par une certaine idée de l'émancipation de l'économie qui est bien celle qui est à l'œuvre aujourd'hui. Bon, je cite par exemple l'idée universelle par la 8e proposition. Aujourd'hui, les États sont déjà dans des relations mutuelles si artificielles qu'aucun ne peut appauvrir sa culture intérieure sans perdre de sa puissance et de son influence par rapport aux autres. Ainsi, même les intentions ambitieuses des États préservent, sinon le progrès, du moins le maintien de ce but de la nature. Bien plus aujourd'hui, on ne peut très probablement pas attenter à la liberté civile sans porter par là préjudice à tous les métiers, surtout au commerce, mais aussi de cette façon que l'affaiblissement des forces de l'État ne se sente dans les relations extérieures. Alors, donc, concluons sur ce premier point. On ne peut pas dire que les Lumières est annoncée, théorisée, etc., ce que nous appelons la globalisation.
Mais on ne peut pas dire non plus que la globalisation soit en rupture avec l'essentiel, avec quelque chose d'essentiel qui est présent dans les Lumières, qui est à la fois la critique de l'État, de la politique de puissance, du protectionnisme chez la plupart de ces auteurs. Bon, il y a des exceptions comme l'abbé Gallieni, et d'autre part un rapport très nouveau à l'économie et à l'institution du marché. Alors prenons le deuxième point maintenant, c'est-à-dire une brève comparaison entre ce qu'on appelle les deux mondialisations, celle du 19e et du 20e siècle, celle de l'impérialisme européen et celle de la dynamique des droits. Alors il y a sur ce point des choses excellentes dans les travaux de Marcel Gauchet, qui insiste à juste titre sur le fait que ce qu'on peut appeler la première mondialisation, c'est bien une mondialisation parce que c'est le moment où on a vraiment, on commence à dire que le monde est mondial, on commence à considérer que l'ouverture des marchés va avec une recomposition générale de la civilisation, etc. Mais ça se fait dans un cadre évidemment très différent de celui que nous imaginons aujourd'hui, c'est-à-dire un cadre qui est explicitement celui de l'impérialisme européen et de la rivalité entre les grandes puissances européennes. Alors, je nuancerai un peu d'ailleurs ce que dit Marcel Gauchet, en insistant sur la complémentarité à ce moment-là, complémentarité et tension entre la problématique du libre-échange d'un côté et la politique impériale coloniale, qui sont très liés, y compris dans la France républicaine, dans l'Angleterre libérale, etc., mais qui ne sont pas un leurre du point de vue de la conscience cosmopolitique. Ceux qui ont lu, par exemple, Le Monde d'hier de Zweig reconnaîtront que dans l'Europe d'avant 1914, il y avait bien quelque chose de réellement cosmopolite et dont la disparition n'a rien eu de particulièrement sympathique. Alors, donc, cette première mondialisation, elle est problématique à beaucoup d'égards, mais une chose que je voudrais signaler, c'est que ce n'est pas seulement elle qui est ambivalente, mais également les relations qu'entretiennent avec elle le grand mouvement de critique des limites du libéralisme, des limites de la conception libérale des droits de l'homme, etc., qui est, comme chacun sait, le mouvement socialiste. Alors, pour le dire de manière provocante, ce que je dirais, c'est que si on se donne la peine de relire Saint-Simon, Marx et quelques autres, on pourrait penser que les socialistes étaient plus à l'aise avec la mondialisation qu'avec les droits de l'homme. Je suis prêt à défendre ce point contre tous ceux qui le contesteront. C'est très net à mon avis, notamment chez Saint-Simon, qui est une très belle figure par ailleurs, qui est un grand partisan de la Confédération européenne, de tous les élargissements, les modifications de souveraineté, et qui est en même temps un critique de l'abstraction des droits de l'homme, qui trouve qu'à beaucoup d'égards le Moyen-Âge c'était mieux que le monde moderne, et dont les élèves, les disciples, les successeurs, les Saint-Simoniens, vont finalement prospérer sous le Second Empire dans une configuration où ce qui se rencontre, c'est l'industrialisation, le libre-échange, le Second Empire était autoritaire mais libre-échangiste, et également, ne l'oublions pas, Suez, la conquête de l'Algérie, interprétée d'ailleurs dans un sens d'émancipation, c'est pas qui a été illustrée notamment par une belle figure qui est celle de Ismaïl Urbain, je cherchais son nom. Bon, on pourrait prendre des quantités de textes de Marx dont certains font, par exemple, l'éloge de la colonisation de l'Inde, parce que ça détruit quand même tout ce monde un peu vermoulu, et de l'autre, le célèbre texte sur le travail, salaire et profit, qui se termine par cette sentence magnifique « Je vote pour le libre-échange ». Alors bien sûr, Marx vote pour le libre-échange parce que ça détruit le capitalisme, mais le capitalisme a pour mérite de détruire les frontières, de produire de la mondialisation,
Et pour ceux qui sont familiers, par exemple, de l'œuvre de Trotsky, qu'on n'est plus tellement aujourd'hui, ils sauront que Trotsky avait un côté européen, souhaitait les États-Unis d'Europe, la destruction des barrières douanières, etc. Ça reste très important. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la première mondialisation a produit des critiques qui n'étaient pas forcément aussi radicales que ce que nous pensons. Alors, nous sommes maintenant dans une période très différente où il n'est plus question d'impérialisme européen, où d'ailleurs, à mon avis, l'image de l'impérialisme américain est tout à fait inadaptée pour décrire ce qui se passe, mais où, en revanche, on a le sentiment, notamment en France, d'un conflit très violent, potentiel ou réel, entre l'universalisme républicain et ce qu'on appelle, en une espèce de mot valise, la mondialisation libérale, alors qui va de pair avec la critique du néolibéralisme, qui est une chose de monstrueux, paraît-il. Et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais juste dire quels sont les points de désaccord, je dirais, entre l'universalisme républicain façon républicanisme français et la mondialisation. Quelles sont les imputations, les accusations? Quelle est la nature de ce conflit? Je pense que la critique repose essentiellement sur 3 points de l'universalisme républicain contre la mondialisation. Le premier, c'est que la mondialisation, certes, se fait à partir de l'universalisation de la culture scientifico-technique, c'est le point sur lequel insiste Gaucher, mais du point de vue républicain, cette rationalisation est elle-même incomplète ou formelle, parce qu'elle ne s'accompagne pas d'une vision cohérente de l'unité de la raison, de ses visées théoriques et de ses fins pratiques, et qu'elle s'accompagne d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, d'une coexistence trop facile avec l'héritage religieux, qui n'est pas sans poser des problèmes pour les rationalistes français. Nous sommes très surpris en France que de grandes universités puissent accepter comment dit-on, de pactiser avec des idées comme celle de l'intelligent design, de l'absence de fermeté sur un certain nombre de points. Le deuxième point de désaccord, c'est celui de l'autonomie du citoyen qui nous paraît mis en danger par la promotion exclusive de l'acteur économique, qui n'a pas le même rapport au droit et dont l'indépendance n'est pas de l'autonomie. Et enfin, le dernier point sur lequel sans doute notre ami Laurent Bouvet nous apportera des choses très importantes, c'est tout le conflit entre le républicanisme classique et les différentes dérives de la politique de la reconnaissance, ce qui fait qu'on a une querelle, comment dirais-je, indéfinie, et qui n'est pas près de s'éteindre. Alors, 2 minutes, Monsieur le Président, pour conclure. Bon, nous pouvons discuter pour savoir jusqu'à quel point il s'agit d'un malentendu ou d'un vrai conflit philosophique, jusqu'à quel point tout cela est pertinent, jusqu'à quel point même les éventuelles critiques, réflexions faites au républicanisme français du côté des libéraux mondialisateurs sont légitimes. Mais je voudrais remarquer pour finir que ces discussions s'inscrivent aussi dans un contexte politique global, ce qu'on pourrait appeler le nouveau paysage des démocraties, où nous sommes actuellement en présence de recomposition des systèmes partisans, des clivages politiques, qui aboutissent quand même, comme l'a montré assez bien, à mon avis, Pierre Martin, dans son dernier livre « Crise mondiale et systèmes partisans » et dans d'autres travaux. On est aujourd'hui un peu partout confronté à une situation où la vie politique s'organise autour de 3 courants. Un courant central qui est à l'aise dans la mondialisation et qui se présente comme porteur des droits de l'homme et donc de ce que nous appelons l'universel.
qui est contesté d'un côté sur la gauche par des courants antimondialistes qui se réclament de la démocratie sociale, mais qui, parfois, comme en France, peuvent aller se compromettre avec ce dont va parler tout à l'heure Laurent Bouvet, et de l'autre, des courants politiques qui développent une critique de droite de la mondialisation, qui se réclament éventuellement des charmes ou des atouts du républicanisme, de la souveraineté populaire, etc., mais dans laquelle peu de rationalistes, finalement, se reconnaîtront. Alors, ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est à vous interroger sur ce qui nous reste à nous autres universalistes. Alors, on peut évidemment ne pas être satisfait de ceux qui occupent la position centrale, mais il n'est pas si difficile, il n'est pas si facile que ça d'en définir une fondamentalement différente. C'est sur ce point que je conclurai.